C'est une histoire épouvantable, ce n'est pas un fait divers, mais malheureusement un fait de société. Un petit garçon de 5 ans est à l'heure qu'il est toujours entre la vie et la mort. Il a été grièvement blessé par balle samedi soir, près de Rennes, alors qu'il se trouvait dans une voiture conduite par son père. Il serait la victime collatérale d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Son père était connu des services de police. Ce petit garçon a été touché 2 fois à la tête. Alors des renforts de police sont arrivés à Rennes. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, parle d'une guerre contre les narco-racailles que nous devons mener et qui doit être totale. Alors, est-ce que le fait que des villes comme Rennes soient désormais la cible des narcotrafiquants, est-ce que ce narcotrafic qui touche tout le pays, a-t-on les moyens de faire face à ce véritable fléau? Est-ce qu'il faut s'attaquer à la racine, être beaucoup plus sévère avec les consommateurs? Vous réagissez, auditeurs d'Europe 1, le standard vous est ouvert. On va tout de suite écouter un policier et un procureur. Ils estiment qu'il y a une mexicanisation de la France. Écoutez. Alors, on n'a pas retrouvé ce son. Peut-être, on va écouter Didier Migaud, ministre de la Justice hier soir. Il était sur BFM. La France est submergée, il faut des réponses fermes, dit le ministre de la Justice. C'est une menace gravissime, grandissante. C'est une commission d'enquête qui a parlé d'une France submergée par le narcotrafic. Il faut que nous puissions avoir des réponses fermes, rapides et efficaces. Voilà, fermeté de la part du ministre de la Justice, fermeté également, pour une fois, ils sont sur la même ligne, du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Écoutez-le, c'était il y a 15 jours, un joint a le goût du sang et des larmes. Un joint, il a le goût du sang, il a le goût des larmes. S'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Et cette déclaration de Bruno Retailleau faisait écho à une de son prédécesseur au gouvernement, Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice. Écoutez-le en mars dernier sur BFM. Celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. Et enfin, je propose d'écouter Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble. Grenoble, qui est également une ville totalement gangrénée par le narcotrafic. Il était invité ce matin de France Info. On l'écoute. Partout, c'est le même échec. Donc il y a un moment, on ne peut pas se dire qu'on va répéter les mêmes erreurs. Il faut avancer sur les questions de santé mentale. Si les gens se droguent, ça n'est plus récréatif. C'est pour la cocaïne, la performance au travail, la sécurité l'anxiété. Et puis, il faut arriver maintenant à parler de légalisation, parce que nous sommes en échec. C'est vraiment un problème majeur. Bon, et puis dernier petit élément sonore que je voudrais vous faire écouter. On a retrouvé le son de ce policier, de ce procureur, qui estime qu'il y a une mexicanisation de la France. Si on ne réagit pas aujourd'hui, la France deviendra le Mexique dans une dizaine d'années. Et là, il y a une vraie mexicanisation, une vraie inquiétude. Voilà, c'est donc un néologisme, mexicanisation, un pays gangréné évidemment par le narcotrafic. Nous sommes en ligne avec Marc, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle Marc, mais vous voulez rester anonyme parce que vous êtes policier, vous-même, vous luttez contre le trafic de drogue. Est-ce que vous sentez que vous avez les moyens de faire face à ce qui se passe en ce moment en France? Ah non, plus du tout. On a perdu nos moyens depuis quasiment un an, là. On a une réforme de la police judiciaire qui a été mise en place en France avec le précédent gouvernement et depuis janvier, toutes les antennes de police judiciaire en France ont été démantelées et départementalisées. Donc on a perdu nos moyens, déjà pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Mais comment ça se fait attendez, parce que expliquez-moi en quoi consistait cette réforme. Cette réforme, elle n'était pas, j'imagine, faite pour démanteler les forces de police? Non, tout à fait. C'était normalement fait pour donner des moyens départementalement parlant pour lutter contre les trafics. Mais il se trouve que la police actuellement est tellement mal en point au niveau départemental que, en ramenant la police judiciaire au niveau départemental, les directeurs pallient au manque des procédures locales. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout les moyens de faire un travail de police judiciaire contre le trafic de stupéfiants. Un travail de police judiciaire au niveau national, c'est ça que vous nous dites finalement? C'est ça, au niveau national. Ce qu'on connaissait, nous, de l'ancienne police judiciaire, les antennes de police judiciaire ont été démantelées il y a au mois de janvier cette année. Et du coup, maintenant, on travaille au niveau départemental. On nous retire des moyens. Là, j'ai appris ce matin, moi je reviens de vacances, j'ai appris ce matin qu'on perdait encore un véhicule. Et on n'a plus d'enquêteurs non plus. On a des collègues qui ne veulent plus faire d'investigation puisque l'investigation est devenue le parent pauvre de la police nationale.
Est-ce que vous êtes surpris que des villes comme Rennes, désormais, on parlait de Grenoble aussi, des Rennes, puis il y a des villes encore plus petites soient désormais également gangrénées par le narcotrafic? Mais je ne connais pas une seule ville qui n'est pas gangrénée. Toutes les villes sont impactées, même à la campagne, au niveau rural, il y a du trafic partout. Je ne connais pas une seule ville qui n'a pas son quartier, son point de deal, et maintenant ils se sont même ramenés jusqu'à Snapchat, WhatsApp ou autre, pour continuer les livraisons de stupéfiants. Je veux dire, toute la France est gangrénée par le trafic de stupéfiants. Il y a une telle manne d'argent à faire, et que toute la criminalité qu'on connaissait organisée, maintenant s'est orientée vers ce bénéfice du trafic de stupéfiants. Le point de bascule, vous le situez quand exactement ? Un point de bascule qui est venu dès qu'on a vu que les peines de prison de toute façon étaient moins importantes sur les trafics de stupéfiants que sur un braquage quelconque ou autre, et le jeu en valait pas la chandelle. Donc du coup, ils se sont tous tournés. Ce sont des commerçants, vous savez. On a affaire à des commerçants, des gens qui consomment pas. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc ils vont le faire avec les moyens. Maintenant, ils ont les moyens. Ils gagnent des millions d'euros. Et donc ils ont beaucoup plus de moyens que la police française ne peut avoir. Et quand vous entendez ce policier, ce procureur qui parle de mexicanisation de la France, qu'est-ce que ça vous inspire ? On l'a vu venir. De toute façon, on a vu le marché du stupéfiant s'orienter vers l'Europe. Les producteurs de cocaïne ont délesté maintenant essentiellement l'Amérique du Nord, les États-Unis, pour pouvoir s'orienter maintenant vers l'Europe. Et ils font venir des quantités astronomiques de cocaïne via l'Afrique, via la mer, via les ports. On a bien vu les découvertes au niveau du port du Havre. Donc, de toute façon, on l'avait vu venir, on le savait que ça allait exploser. Moi, quand j'ai commencé le stupéfiant, il y a un peu plus de 10 ans de ça, quand on faisait 1 kilo, on était content. Maintenant, on parle en dizaines de kilos. Alors, vous avez entendu les ministres, Bruno Retailleau, Didier Migaud, qui appellent à des réponses extrêmement fermes. Ça ne vous rend pas confiance dans le système politique ? Le problème, le système politique, je comprends bien qu'on ait des phrases toutes faites, ça impacte évidemment au niveau du poids politique, mais moi ce que je vois, c'est les moyens qu'on nous donne. Au niveau police, au niveau matériel, au niveau effectif, on a moins de moyens, on a moins d'effectifs qui veulent faire de l'investigation, parce qu'ils s'y retrouvent plus de toute façon. Et au niveau procédural, la procédure pénale est beaucoup trop lourde. À chaque fois qu'on entend une amélioration de la procédure pénale, nous, enquêteurs, on voit une contrainte supplémentaire nous arriver. Ouais. Et les opérations Place Nette, dont on a beaucoup parlé au printemps dernier, ça a servi à quelque chose ? Rien du tout. Ça n'a servi à rien du tout. On nous demande de faire des opérations Place Nette pour mettre de l'impact au niveau des quartiers. Évidemment, le trafic se déplace, ni plus ni moins. On va travailler sur un quartier, sur quelques effectifs. La nature a l'horreur du vide. Le trafic va se déplacer à côté. Et il y a trop d'argent à gagner. Et évidemment, ça monopolise énormément de monde au niveau police. Et comme je vous dis, la procédure pénale est beaucoup trop lourde. Ça demande un temps infini à monter des procédures. Et ça aboutit à rien. C'est la poudre aux yeux. Dis, Marc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux s'attaquer aux consommateurs ? Consommateur, il faut le voir plutôt comme un malade. Moi, je le vois plus comme quelqu'un qui est dans la consommation de stupéfiants, qui est face à une dépendance. Et il faudrait plutôt l'accompagner. Quand j'entends parler, vous voyez, d'une légalisation de la résine de cannabis, par exemple, moi, je vois la résine de cannabis, il y a 20 ans de ça, elle était à 5% de THC, c'est le tétrahydrocannabinol, en fait. Maintenant, c'est 25%. On a affaire à des gens qui sont dépendants des stupéfiants. Donc, ce sont des malades. Ce qu'il faudrait plus, c'est s'attaquer aux gens qui vendent ces stupéfiants. Ces gens-là, eux, ils consomment pas. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils font de l'argent. Et eux, ils veulent vraiment gagner leur bien, quoi, leur dû. Et ils montent en gamme. Donc, ils passent du cannabis à la cocaïne, à tout ce qui est drogue de synthèse, pourvu qu'ils puissent gagner de l'argent. Marc, vous restez avec nous, mais il y a Antonin qui vient de nous appeler et il est courageux. Bonjour, Antonin. Bonjour à tous. Parce que je crois que vous êtes toxicomane. Est-ce que oui. Alors expliquez-nous un petit ce que vous consommez et est-ce que vous sentez une part un peu de responsabilité dans ce qui se passe dans ces trafics et dans tous ces malheurs qui sont provoqués par ces trafics? Donc moi c'est ce que j'expliquais au Standard. Bonjour à tous. Effectivement, donc je fume exclusivement de l'herbe depuis un peu plus de 24 ans maintenant, de manière quotidienne. J'ai 40 ans. Donc 26 ans en fait, 26 ans que je fume et forcément aujourd'hui quand j'entends ce qui se passe à Rennes, forcément puisque je donne de l'argent pour ma consommation, forcément je participe à tout ce qui est ce trafic. Mais aujourd'hui c'est ce que je disais au Standard et je rebondis juste rapidement ici sur ce qu'a dit l'interlocuteur précédent. Je partage pas son avis sur le côté malade pour ce qui est le cannabis. Moi aujourd'hui ma dépendance
je l'assume. Ma dépendance, je la connais. Il n'y a pas de maladie. Il y a que aujourd'hui, j'aime vivre comme ça et ça me plaît et j'arrive à vivre. J'ai 3 enfants, je suis marié, j'ai un travail. Je ne manque pas d'argent. Je ne ça vous coûte combien? Ça vous coûte combien toute cette drogue que vous achetez? Ça doit coûter entre 5 et 600 euros par mois, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Peut-être un peu plus. Ouais. Donc forcément, oui, j'y participe. Mais aujourd'hui, c'est ce que je disais au Standard, c'est que pour moi, le travail n'est pas fait en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas mes 600 euros par mois qui permettent de s'armer, qui permettent de payer des revendeurs au pied de l'immeuble. C'est parce que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait aujourd'hui en amont. Ils ont laissé faire, comme disait l'auditeur précédent. On était à 5% avant de THC, aujourd'hui on est à 25%. On sait d'où ça vient, on sait par quel réseau ça passe, on sait dans quel quartier ça arrive avant d'être distribué. Donc à partir de là, c'est juste qu'on ne veut pas agir en fait. C'est schizophrénique en même temps votre discours. À la fois vous dites moi je suis consommateur, je dépense 500 et je donne 500 à 600 euros à des trafiquants tous les mois, et vous nous dites oui mais on ne lutte pas suffisamment contre les trafics. Excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, ma toxicomanie, elle est permise justement due au laxisme de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'était plus sévère et si c'était plus durement réprimandé, j'y mettrais fin à ma toxicomanie pour éviter justement tout ce qui est problème judiciaire. Aujourd'hui, si jamais il m'arrivait de me faire contrôler dans la rue ou avec mon sachet au moment où je ressors de chez mon dealer, je prends une amende forfaitaire, je rentre chez moi et voilà, c'est fin de la discussion. Vous vous sentez pas menacé par la justice, quoi? Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de, pas d'immunité, mais c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est le pays qui fume le plus en Europe, nos jeunes de 16 à 30 ans sont ceux qui fument le plus en Europe, il y a environ 20% qui ont une consommation régulière sur cette tranche d'âge. Donc voilà, tout ça, c'est des faits de société, et quand on met tout bout à bout, il faut pas s'étonner, forcément, quand on voit que les guetteurs sont emmenés et qu'ils sont relâchés dans la journée, qu'on attrape un mec qui a fui la police, qui a lâché un sac où on sait que c'est le sien, toute la résine de cannabis lui appartient, et le soir même, il rentre chez lui. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a une espèce d'impunité qui fait que pourquoi voulez-vous arrêter? C'est rentable pour ceux qui le vendent, ceux qui le consomment risquent pas grand-chose, donc à partir de là, voilà, vous faites comme vous avez envie en fait. Vos enfants, ils consomment du cannabis? Ah non, et c'est justement pour ça que je souhaite arrêter. C'est justement pour l'exemplarité par rapport à mes enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des enfants, mon plus grand va avoir 15 ans. Il est compliqué de lui dire fume pas de cannabis alors que papa s'envoie des joints toute la journée. Donc il y a aussi une responsabilité aujourd'hui morale qui est que pour l'exemplarité de mon fils, il faut arrêter ça. Donc vous voulez en fait arrêter? Oui, mais alors là, c'est un choix personnel. Hein, oui, non, bien sûr, mais enfin, on saurait trop vous encourager en ce sens. C'est... Et en tout cas, merci d'avoir témoigné, parce que c'est pas évident de témoigner en ce sens. Merci beaucoup. Marc, vous êtes toujours avec nous, Marc? Merci. Oui, je vous entends. Vous avez entendu le témoignage d'Antonin? Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit que finalement, il n'a pas peur de la justice, n'a pas peur de la police, quoi, quand on est consommateur. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est compliqué d'avoir un État qui dit qu'il va lutter contre le trafic de stupéfiants en mettant une amende forfaitaire justement pour un consommateur. L'État, vous savez, pour le compte de son PIB, compte le bénéfice du trafic de stupéfiants dans son PIB. Donc, comment vous voulez qu'un État qui compte le bénéfice du trafic de stupéfiants dans son PIB dit derrière, je vais lutter contre le trafic de stupéfiants? C'est le serpent qui se mord la queue. C'est infernal. Mais évidemment, ce problème d'addiction, il est là, il est quand même présent. C'est quelqu'un qui peut être dangereux potentiellement s'il prend son volant, parce qu'évidemment, il est sous stupéfiant. Et c'est infernal. Et au niveau de la santé publique, moi, quand je vois j'ai eu des gamins de 15-16 ans qui passaient dans mon bureau en audition, qui avaient carrément un problème psychologique parce que la croissance de leur cerveau s'était arrêtée à cause de consommation de plus d'une dizaine de joints de cannabis par jour. Si on légalise le cannabis, tout simplement, on va auto-ouvrir des hôpitaux, hein, parce qu'on va avoir des gros problèmes de santé publique. Ça, c'est assez infernal quand même. Mais le nerf de la guerre, le trafic de stupéfiants, c'est d'abord de lutter contre ceux qui vendent et ceux qui ont du bénéfice de ce trafic de stupéfiants, avant d'aller taper sur des gens qui se plaignent d'une addiction. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Marc, d'avoir pris du temps pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. On va passer dans quelques instants à un autre sujet, mais il y a aussi pas mal de réactions sur les réseaux sociaux.